c'est en 2019 que du coup, on a ouvert la possibilité de travailler où vous voulez, à partir du moment où le travail est fait, les objectifs sont remplis, etc. Donc ça peut être chez soi, ça peut être un cowork, ça peut être pendant 3 semaines chez ma grand-mère qui habite dans le sud de la France, ça peut être... Si tu étais une patate, comment souhaiterais-tu être cuisinière? Il faut savoir que la patate, c'est mon aliment préféré. Donc, du coup, il y a tellement de possibilités de la cuisiner, la patate. Mais je pense que ça serait une frite belge. Ok. Voilà. Parce que du coup, double cuisson, tu vois, juste au bout des choses et tout. Voilà. Ok. Voilà, de manière assez spontanée. Charlotte, donc je suis ravie d'échanger avec toi aujourd'hui. Donc toi, tu es DRH chez Bonitasoft, une boîte créée en 2009 qui développe une plateforme open source d'optimisation des processus métiers de bout en bout. Maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Et la première question que je souhaite te poser, c'est pourquoi vous avez choisi de transiter vers un modèle remote first? Ouais, alors il faut savoir qu'en 2022, on avait 25 postes à recruter, ce qui à l'époque, on était une soixantaine, donc c'était quand même, ça reste relativement petit en termes de nombre de recrutements par rapport à d'autres boîtes, mais en tout cas pour nous, pendant la période Covid où on avait tout gelé, etc., c'était quand même un redémarrage. Et du coup, ce que je disais, de se dire, est-ce qu'il faudrait mieux pas aller chercher les compétences plutôt qu'une localisation, ça devenait plus intéressant d'un point de vue recrutement et d'un point de vue, du coup, marque employeur. Enfin, l'un jouait sur l'autre parce que les candidats étaient beaucoup plus nombreux. Donc, on avait la possibilité d'aller sourcer et d'aller trouver des compétences qu'on n'aurait pas trouvées en étant que sur Paris ou que sur Grenoble. Et en plus, les candidats eux-mêmes, du coup, venaient plus facilement envers nous. Et il se trouve que, du coup, sur l'année 2022, on a staffé la totalité des postes en respectant le plan de recrutement, c'est-à-dire donc en termes de temps de recrutement par rapport à notre process, on a réduit le temps que ça prend. Ouais. En gros, et on y a même attaché des objectifs maintenant de recruter de bout en bout en 15 jours max, une fois qu'on a le candidat. Et en fait, c'est grâce à cette année 2022, on s'est dit c'est possible. Et en plus, les candidats, ils viennent plus naturellement vers nous. Le pipe, il grandit. Certains postes restent toujours compliqués, on ne va pas se mentir. Mais voilà, en tout cas, on a vu vraiment une différence avec quand on avait un poste de développeur que à Grenoble ou un poste de commercial que à Paris. C'était plus complexe, quoi. Ok. Et pour revenir du coup sur la démarche de transition, vous avez procédé par itération, par expérimentation. Oui. Quelles ont été un peu les grandes étapes de cette démarche de transition? Premier test 2014. Et donc là, une journée de télétravail avec un avenant sur une durée limitée. Pas le lundi, pas le vendredi. Et ça, c'était aussi dû à certains managers qui étaient un petit peu réticents au télétravail, qui étaient un peu frileux, qui ne savaient pas trop comment je passe de tous mes gars sont là et du coup je vois ce qu'ils font à au final ils sont derrière l'écran mais je ne sais pas comment ça se passe. Donc ça, c'était vraiment la première étape pour dire est-ce que déjà un jour par semaine, quel impact ça a sur la productivité, sur le travail lui-même, sur le moral, sur comment les gens se sentent, etc. Et au final, moi, j'avais fait à l'époque un sondage, un petit Rex avec les managers pour dire OK, maintenant, au bout de 6 mois, qu'est-ce que vous en pensez? Quelles difficultés vous rencontrez? Qu'est-ce qui peut être modifié, changé? Et au final, il y avait vraiment 2 personnes qui étaient réticentes et eux-mêmes ont dit bon, au final, il fallait franchir le cap, il fallait essayer. Mais maintenant qu'on l'a fait, je me rends compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de barrière. Alors, ça restait un jour par semaine, donc c'était entre guillemets facile. Donc ça, c'était en 2014. Puis, on est passé par une deuxième phase qui était justement d'assouplir toutes ces règles, pas le lundi, pas le vendredi, augmenter le nombre de jours, etc. Parce que je n'ai pas mentionné, mais il y avait une autre règle. Alors, je ne sais plus exactement ce que c'était, mais c'était du style, il fallait que le jour off, en télétravail, était le même pour tout le monde. Pour qu'on puisse se dire, pas de réunion en physique ce jour-là, parce que si on a la moitié des personnes qui sont chez eux, l'autre moitié qui sont au bureau, on fait des réunions où on a la moitié en remote, ça fonctionne pas, c'est compliqué. Il y a de dynamique. Et du coup, c'était pour une équipe, il fallait que ce soit le télétravail, tout le monde le jeudi, ou tout le monde ce qui n'était pas non plus hyper flexible en fonction des contraintes de chacun. Et donc après cette première phase, on va dire de test et d'expérimentation, on est passé à plusieurs jours par semaine possible, lundi, vendredi possible aussi, pas forcément le même jour. Après, ça demandait quand même de l'organisation au sein de l'équipe. Donc, du coup, il y a quand même ce niveau de discussion à avoir avec les collègues et le manager pour voir quel impact ça pouvait avoir.
La deuxième grande étape, c'était avant Covid. On avait du coup assoupli complètement la chose sans aller vers le contractuel, qui était de dire, à partir de maintenant, vous restez rattaché à un bureau, mais en fait, vous pouvez travailler d'où vous voulez. Ok. Donc ceux qui étaient rattachés au bureau de Grenoble, contractuellement, c'était marqué Grenoble, mais ils pouvaient déménager ailleurs. Ceux de Paris, pareil, etc. La raison pour laquelle on a fait ça, une des raisons, c'est parce que le PDG de l'époque habitait Paris, et en fait c'est un Espagnol, et il voulait déménager proche de la frontière espagnole, dans le Pays Basque. Et il s'est dit lui-même, pour respecter nos valeurs justement de transparence, etc., pourquoi moi j'aurais le droit de déménager et de vivre ailleurs, mais qu'un salarié ne peut pas. Et du coup, c'était pour aller dans le sens de je m'applique à moi-même ce que les autres peuvent faire. C'est pas parce que je suis PDG que ça y est, je peux faire ce que je veux. Donc ça, c'était vraiment la première réflexion où lui-même s'est dit, OK, j'ai cette envie personnelle, mais je veux que ça profite à l'ensemble des salariés. Ce qui a été intéressant, c'est qu'au final, les gens étaient super contents d'avoir l'option 2, mais en fait, tout le monde est resté là où ils étaient. C'est-à-dire que les Grenoblois sont restés à Grenoble, continuaient à venir au bureau tout le temps, au moins 4 jours par semaine. C'était assez fou. On avait à peu près 85 à 90% de taux d'occupation des bureaux, on va dire, à Grenoble. Par contre, à Paris, c'était l'inverse. C'est ce que je disais. Pour le coup, il n'y a plus personne qui venait au bureau. Ils restaient tous chez eux, etc. On a eu quelques déménagements. Ça, c'est du perso et c'est plus complexe. Donc, on n'en a pas eu beaucoup. Mais en tout cas, on en a eu. Moi inclus, du coup. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la période Covid, en fait, a été assez facile d'un point de vue organisation du travail, du fait qu'on avait déjà fait ça avant. C'est en 2019 que du coup on a ouvert la possibilité de travailler où vous voulez, à partir du moment où le travail est fait, les objectifs sont remplis, etc. Okay. Et après, troisième grande étape, 2022, là on est passé au contractuel, 100% remote. D'accord. Et tu disais que c'était impulsé par la direction. Oui, tout à fait. Okay. Ouais. Et tu parlais notamment des réticences, notamment les réticences des managers. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Ouais, alors le côté réticent, c'était surtout sur des équipes où, au final, c'était dur d'observer le travail individuel. Donc, on est éditeur logiciel, on a pas mal d'équipes de développement, et c'est du travail d'équipe. Il n'y a pas une seule personne qui va développer de A à Z une feature, etc. Donc, c'était difficile d'apprécier le travail rendu de une personne. Et du coup, le manager en question avait peur que ça nuise au travail, mais sans pouvoir dire c'est telle personne qui performe pas bien, etc. Parce que les gens ne seraient plus en fait au même endroit en même temps pour travailler ensemble sur les sujets. Parce que pour les personnes qui avaient soit des objectifs très individuels, je vais dire les commerciaux et choses comme ça, c'est assez visible de se dire là il y a un problème de performance, il y a un truc qui va pas, on en discute. Est-ce que c'est le fait que tu es en remote, etc. C'est plus factuel. Les équipes où c'était moins factuel, la réticence, elle venait de là, en fait, de se dire, mais je perds un peu le contrôle de mon équipe travaille ensemble. Et comment vous avez adapté, du coup, le système de suivi de la performance au travail à distance, sur ces équipes en particulier ? Et justement, je pense je sais, le manager avait peur que les rituels qui fonctionnent bien en face à face ne fonctionnent pas bien en remote. Les daily où en plus au bureau ils se mettaient tous debout en cercle et ils se disaient ok moi aujourd'hui je vais faire ça, etc. En fait, quand ils ont tous, et le manager et l'équipe, vu que même en remote ça fonctionnait, du coup la réticence a été levée. Mais pour que ça fonctionne, une des contraintes qu'on a imposées, c'est que s'il y a une personne en remote et les autres personnes ensemble, tout le monde doit faire comme si il était en remote, c'est-à-dire tout le monde derrière son écran. Et non pas, on a la moitié des personnes dans une salle de réunion et l'autre moitié qui est derrière un écran, etc. Parce que ça, pour le coup, c'est très compliqué. Parce que les personnes qui sont à distance ont du mal à interagir parce que il faut dire « je suis là, coucou », etc. Les personnes qui sont en physique ont tendance à parler avec les personnes à côté. Et au final, du coup, ça ne fonctionne pas très bien. Donc, du coup, c'était une personne en remote égale tout le monde en remote, en fait, d'un point de vue de la réunion, comment elle se déroule. Donc, on ne se met pas tous dans une salle, on reste à notre poste derrière l'écran et on fait la réunion. Ok, vous avez adapté vos réunions hybrides finalement. Oui. En fait, c'est plus dans le mode de travail, parce que sur le suivi de la performance en tant que telle, ça n'a pas effacé le fait qu'une personne individuelle dans l'équipe de développement, c'est difficile de savoir vraiment de bout en bout la performance individuelle à ce point de vue-là.
Je ne sais pas si je suis très claire, je mais comprends. ça n'a pas solutionné ce truc-là. Mais par Mm. contre, d'adapter les rituels, les façons de fonctionner, de modifier la façon de communiquer, de passer beaucoup plus par l'écrit, parce que ça aussi, une des réticences, c'était, mais nous, on a vachement l'habitude de discuter à la machine à café, et on prend des décisions comme ça à la volée, mais tout le monde était là, donc c'est bon, et on y va. Oui. Si maintenant j'ai des gens qui sont pas là, bah, comment est-ce que je transmets l'info? Comment est-ce qu'on passe pas à côté de... ah bah tiens, en fait, il y a un tel qui n'était pas au courant et on lui dit 3 jours plus tard. Et donc ça aussi, c'était comment on réfléchit nos façons de fonctionner qui jusqu'à présent étaient quelque part inconscients. On le fait et c'est comme ça et on ne se pose pas la question avec... Maintenant, il faut que j'amène de l'intention dans la façon dont je communique et où est-ce que je mets l'information, comment je la transmets, etc. Donc ça aussi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu des ratés, des problèmes de communication, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'il y a eu ces phases. Ça ne s'est pas fait... voilà, un jour, on est tous au travail, au bureau, et le lendemain, on est tous chez nous et ça roule comme sur des roulettes. On ne change pas une culture en non. 2 jours. Non. Et est-ce qu'il y a eu d'autres réticences, d'autres types de réticences de la part du management ou de certaines équipes, par exemple? Non, honnêtement, au-delà de ça, c'était plutôt accueilli à bras ouverts. Après, les managers, ils voyaient aussi leur intérêt. Enfin, les managers sont des salariés au même titre que les autres, donc ils voyaient aussi leur intérêt de, OK, bah, moi, en tant que salarié, qu'est-ce que ça m'apporte? Mais aussi, qu'est-ce que ça va m'apporter en tant que manager? Parce que du coup, ça a fait évoluer aussi des pratiques managériales. Parce que dès lors qu'on ne voit pas ce que fait une personne, ça pose aussi la question de comment je manage. Comment est-ce que j'aborde les sujets de priorité, sur quoi tu travailles. Et du coup, ça a fait aussi évoluer les managers dans leur posture managériale. Et donc ça aussi, c'était intéressant. Et dans quel sens? Bah, voir cette notion de contrôle du travail sous un autre angle. C'est pas parce que tu vois quelqu'un à côté qui est sur son ordinateur qui travaille sur les bons sujets. Et du coup, on peut se dire, ah bah c'est bon, toute mon équipe est là, je vois leurs écrans, je vois ce qu'ils font. Mais c'est pas pour autant qu'ils travaillent sur les bons sujets, c'est pas pour autant que la qualité est là, etc. Et du coup, d'être passé en remote, ça a reposé la question de, OK, mais en fait, mon rôle en tant que manager, c'est quoi? Et comment je m'y prends quand les personnes ne sont pas à côté de moi? Et je ramène ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'intention. Je trouve que ça force à être beaucoup plus précis et à être beaucoup plus intentionnel dans notre façon de travailler et de manager. Alors, pour faire évoluer les managers dans leur posture, c'est passé par plusieurs choses. Déjà, mon rôle à moi, en fait, de RH. Alors, je n'étais pas DRH à l'époque. J'étais RH, responsable RH. Mais c'était à moi de mettre en place les outils et les moyens pour que les managers puissent faire leur job. Donc, c'est passé par rédiger justement un certain nombre de manuels. OK, je suis manager, je dois faire l'entretien annuel à distance. OK, ben, par quoi ça passe? Qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, moi, j'ai mis en place un certain nombre d'outils. Après, j'ai mis en place des actions de formation interne où, du coup, j'ai passé du temps avec chaque manager en groupe et en individuel en fonction des situations pour passer en revue tous ces outils, comment est-ce qu'on peut aborder les choses, etc. À l'époque, on n'est pas passé par des formations externes. Parce qu'encore une fois, c'était assez nouveau en fait. Le travail en remote, il n'y avait pas une offre de dingue sur des consultants, des choses comme ça. On a en priorité fait les choses en interne. Et cette année, fin 2023, et là ça continue, on a mis en place une formation large, mais du coup vraiment centrée sur le fonctionnement du manager en remote, avec un cabinet qui à la base fait du coaching et qui a aussi une offre de formation. Et là, on fait un accompagnement approfondi avec l'ensemble des managers. Codir, tout niveau de manager en fait, tous ensemble, donc moi incluse, sur tout un tas de sujets dans un contexte remote. La performance, la délégation, le conflit, vraiment un panel assez large. Donc c'est une formation qui dure, elle a commencé en octobre et elle termine là en mars, à la fin du mois. Donc voilà, à l'époque on n'avait pas trop insisté, mais c'est incontournable. À un moment donné, de se poser les bonnes questions. Alors nous, on a évolué dans nos pratiques et là, on a bien identifié le besoin précis qu'on avait. Et du coup, on a fait appel à un cabinet avec lequel on avait déjà travaillé par le passé. Mais à l'époque, c'était plus du travail, on va dire, interne. Et surtout, moi, les outils, les guides et faire du point-à-point avec les managers en tant que RH, quoi. Ouais.
Alors, le cabinet, c'est Verticil. C'est là où j'étais ce matin, Ok. juste avant. Ouais, non, franchement, super. On est passé par du coaching à la base des dirigeants, en fait, des 2 PDG et DG à l'époque. Et ils ont aussi donc toute une offre de formation. Et ils sont top. Donc, effectivement, je recommande. Ok, merci. Pas de souci. Peux-tu me parler de votre politique de travail à distance chez Bonitasoft? Ouais. Alors, c'est une politique qui a à l'esprit la flexibilité. C'était vraiment ça le mot d'ordre, où on part du principe qu'on est tous voilà, des adultes, on est tous responsables, et la confiance, on part du principe qu'on la donne, et après on voit ce qui se passe. Mais en tout cas, jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé. Et du coup, de permettre à chacun de travailler de là où il se sent bien. Donc ça peut être chez soi, ça peut être un cowork. Ça peut être pendant 3 semaines chez ma grand-mère qui habite dans le sud de la France. Ça peut être je suis en vacances dans un pays étranger et du coup je veux y rester un peu plus longtemps et du coup de travailler de là-bas. Donc on a essayé d'être assez flexible dans ce qu'on propose. Donc, de facto, le lieu de travail, c'est le domicile de la personne. Si la personne elle n'a pas envie d'être tout le temps chez elle ou qu'elle a envie de voir autre chose, il y a un budget cowork qui est dispo. Et ça, c'est pour tout le monde. Donc même ceux qui sont à Grenoble, en fait. Ils ont accès au bureau, mais ils ont aussi ce budget-là. De combien? Il est de 155 € par mois. Ok. On a essayé de faire une moyenne en fait en fonction des villes parce que les coworks à Paris c'est pas le même prix que le cowork que moi j'ai en Ardèche, donc j'ai essayé de faire une moyenne. Ça permet pas de faire du 100% cowork. Donc, en tout cas notre idée n'est pas de dire aux gens vous remplacez les bureaux par vous allez tous les jours dans un espace cowork. Donc on l'a fait en conscience que ça n'allait pas permettre aux gens d'y aller tous les jours. Mais en tout cas ça offrait la possibilité pour ceux qui voulaient de s'aérer un peu la tête et de sortir de chez eux. Et le côté travailler dans un pays étranger. Donc ça, c'est assez récent en fait qu'on l'a mis en place de manière formelle. On a pas mal d'étrangers en fait, de gens qui viennent de différents pays et qui demandaient à Noël ou pendant l'été, est-ce que je peux rester un peu plus longtemps, comme ça je bosse de là-bas, etc. Puis on disait oui, etc. Mais c'était pas formalisé. Donc là, justement, entre fin 2023 et début 2024, je l'ai formalisé. Et là, ça permet aux gens 1 mois max par an. On commence par 1 mois, puis on va voir comment ça fonctionne, de pouvoir télétravailler d'un autre pays. Après, il y a quand même des considérations d'impôts et de cadre légal du travail là-bas que je regarde. Donc, dans le process, il n'y a pas tous les pays qui sont acceptés et voilà, il y a des choses à voir. Mais en tout cas, on a eu pas mal de demandes et de gens du coup qui sont contents de pouvoir prolonger soit leurs vacances, soit d'aller voir la famille, etc. Là-dessus, quoi. Et pourquoi vous avez fait le choix de formaliser justement cette politique de mobilité à l'étranger? Justement pour poser déjà le cadre légal, parce qu'il y a certains pays où dès qu'on travaille un jour dans ce pays-là, ça peut poser des questions d'imposition. Il y a d'autres pays où pour des raisons de sécurité sociale, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas d'accord. Enfin voilà, il y a quand même un contexte à regarder. Et puis si la personne, elle travaille sur un visa particulier en France, le fait de partir à l'étranger, travailler ailleurs, ça peut aussi poser des questions. Tout ça, ça va être besoin d'être formalisé. Et que, en fonction du manager, il y en avait qui disaient oui, tu peux partir et qui se posaient aucune question. Ah oui, il y a 9 heures de décalage horaire. Ah, comment on fait? Parce qu'en fait, tu peux pas travailler sur le projet. Voilà. Du coup, ça permet de dire, ok, voilà toutes les questions qu'il faut se poser avant de dire oui. Voilà, moi, en tant que RH, ce que je vais valider avant de dire oui. Et du coup, ça met aussi sur un pied d'égalité l'ensemble des collaborateurs, plutôt que ce soit mon manager, il est sympa, ça passe à chaque fois. Mon manager est pas très sympa et ça passe pas. Ou voilà. Donc au moins, c'est clair, c'est précis, on se pose pas de questions. Que tout le monde ait les mêmes règles du jeu. C'est ça. Et qu'on se repose pas, on réinvente pas la roue à chaque fois, en fait. Du coup, à chaque fois, ma collaboratrice qui gère et la paye et tout ça, elle disait, mais du coup, comment on fait ça? Et du coup, quelle implication sur les indemnités de télétravail? Voilà, donc ça permet de structurer et faire en sorte que si le salarié se pose la question, c'est écrit, et après on déroule. Et donc si la réponse est non, on sait pourquoi. Parce que c'est écrit, les cas de figure, voilà. C'est non, quoi. Voilà. Et c'est plus facilement accepté, du coup, à partir du moment où c'est écrit. C'est ça. Ok. Ça. Et tu parlais du coup des avantages, donc les espaces de coworking, l'indemnité de télétravail. Quels sont les différents avantages que propose l'entreprise en matière de télétravail? Du coup, l'indemnité, télétravail, mais qui ça de toute manière est une obligation au niveau légal. Il y a ce qu'on appelle le Choose Your Own Tools, qui est notre politique en fait d'équipement informatique. On a un budget pour toutes les personnes qui nous rejoint, qui permet d'acheter, de choisir son matériel informatique, l'écran, le clavier, l'ordinateur, Mac, PC, peu importe.
la souris, le support, enfin voilà, tout ce qui permet d'être bien chez soi. Mais ça permet aussi de couvrir une chaise et un bureau si par exemple la personne elle n'a pas ça parce qu'elle ne bossait pas de chez elle jusqu'à présent. Et ce budget il est renouvelable tous les 3 ans. Donc du coup, on peut renouveler notre matériel en fonction des besoins. Donc ça, c'est ce qui est en place depuis 2019, en fait, quand on a permis aux gens de travailler d'où ils veulent. Avec la consigne d'être raisonnable. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a 3 ans qui sont passés que, hop, je jette tout et je reprends des choses nouvelles. Mais jusqu'à présent, ça fonctionne aussi bien. On fonctionne beaucoup sur la confiance. Donc, les règles du jeu sont claires et après, on les respecte. Après, on a ce que j'ai dit sur la possibilité de travailler à l'étranger. On a aussi la flexibilité des horaires. Parce que du coup, on n'avait aucun intérêt à dire tout le monde doit être là à 9h, tout le monde doit prendre la pause à 12h30, 18h c'est fini. On a tous des contraintes pro et perso qui font que il y a des fois on a besoin de s'absenter parce que je sais pas, on a un rendez-vous médical ou on a une course à faire. Et du coup, on a aussi associé à la flexibilité du lieu de travail, on a flexibilisé les horaires. En fait, on a dit oui, contractuellement, vous devez faire 39 heures par semaine. Nous, parce qu'on n'est pas cadre forfait jour. Tout le monde est cadre forfait heure. Ok. Et donc, on a dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vous faites votre travail? Est-ce que les objectifs sont là? Est-ce que voilà, le travail est réalisé? Donc, si vous avez mis 3 heures au lieu de 5, très bien, c'est super. Organisez vos journées comme vous le sentez, dès lors que ça n'a pas d'impact sur votre productivité, justement. Après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a mis des petites règles, des garde-fous. On ne peut pas remplacer la flexibilisation par je ne pose plus de congé et je termine à midi et je ne travaille pas l'après-midi, etc. Mais voilà, si je veux commencer à 10h parce que je ne suis pas du matin et je préfère commencer à 10h, c'est très bien. Si au contraire, je préfère commencer à 8h et terminer à 16h30, ok. La seule règle, c'est que s'il y a une réunion d'équipe à 17h, là, oui, il faudra venir. Quoi. C'est la question que j'allais poser justement. Comment vous dealez avec flexibilité horaire et dynamique collective à préserver De toute façon, là, ça a été très clair aussi. C'est dans la charte et dans tout ce qui est rédigé. Mais il ne faut pas que ça aille à l'encontre et au détriment du travail collaboratif et d'équipe. Donc, s'il y a un choix à faire, ça sera en faveur de le collectif. Donc, les réunions d'équipe qui sont toutes les semaines posées à 9h, tu sais que ce jour-là, tu ne commenceras pas à 10h, tu commenceras à 9h. Donc, ce n'est pas une excuse de dire moi, je préfère commencer à 10h, donc je ne viendrai pas à la réunion. Et donc, en fait, jusqu'à présent, je pense que dès lors que les règles du jeu sont claires, que les choses sont dites, ça fonctionne. C'est dès lors qu'il y a du flou, c'est pas clair, on ne sait pas, ou chaque manager fait un peu à sa sauce, c'est là où, en fait, on rencontre des soucis. Ok. Certains métiers, notamment ceux qui sont en contact avec les clients, tels qu'un commercial ou un opérateur de centre d'appel, a besoin d'être disponible pour ses clients sur des plages horaires assez classiques finalement. On est plus sur du 9h-18h. Comment vous avez fait pour apporter de la flexibilité horaire à des métiers qui ont plus de contraintes que d'autres ? Alors, on n'en a pas tant que ça, en fait, des métiers qui ont beaucoup de contraintes horaires, j'entends. Les 2 métiers qui pourraient avoir ce type de contraintes, c'est les commerciaux et les ingénieurs support. Parce qu'on n'a pas de centre d'appel, etc. Et même le support, c'est du support technique niveau 3, etc. Donc, on est vraiment dans des choses assez complexes. Alors, plusieurs choses. Déjà, en fait, on a fait le choix, côté support, d'avoir des membres de l'équipe en France, à l'époque, des membres d'équipe aux États-Unis, maintenant ils sont au Canada, pour la raison que ça couvre quasiment la totalité de la plage horaire. Ce qui fait que, en fonction des contraintes de chacun, mais il y a toujours quelqu'un qui est sur place pour pouvoir prendre le ticket en main, traiter le cas, etc. Après, on a des SLA, on a des engagements auprès des clients, on ne répond pas dans la minute. Parce que, encore une fois, c'est sur des problématiques qui demandent des investigations, qui demandent des recherches, on est plutôt sur heures, voire jours. Donc, si la personne n'est pas au bureau à 9h01, c'est rarement problématique. Après, pour les commerciaux, on est répartis en régions, etc. Là, ils ont une grande flexibilité de toute manière. S'il y a un client qui dit « j'ai besoin de te parler à 9h », bien évidemment, la personne, elle se rend disponible à 9h. Mais on n'a jamais eu de cas de gens qui nous disent « mais en fait, je ne peux pas avoir du temps pour moi ». On a toujours... Les gens disent, voilà, je sais que j'ai un rendez-vous à 15h avec un client. Depuis Covid, 100% des rendez-vous clients sont en ligne. Il n'y a quasiment pas de rendez-vous en face à face, ou très peu. Là, ça reprend un petit peu quand même, ça reprend un peu, mais
On n'a pas trop cette contrainte, honnêtement, parce que justement, soit on a des équipes qui couvrent des zones qui font que il y a toujours quelqu'un sur place, on se retrouve jamais avec un vide où il y a personne, etc. Et les commerciaux organisent quand même leur journée et leur rendez-vous de manière assez flexible aussi. Mais quels sont les rituels que vous avez mis obligatoires et ceux qui ne le sont pas forcément? On n'a pas de rituel obligatoire. Aucun. Non. On n'a pas de rituel obligatoire. On a des rituels qui sont recommandés, mais on ne force personne à venir. Donc, on a 3 rassemblements par an où on réunit l'ensemble de l'entreprise en janvier, en juin et en octobre. Janvier, c'est pour le kick-off, donc pour lancer l'année. Juin, c'est pour l'été, pour se voir, pour faire un truc sympa entre nous. Et octobre, là pour le coup, c'est réunion de travail en face à face, collaboratif, etc. On avait réfléchi à le rendre obligatoire, mais se poser des questions de bah oui, mais si la personne elle te dit que je suis parent seul, j'ai mes enfants, j'ai personne pour les garder, on fait quoi? Enfin, il s'est posé plein de cas d'exception, mais dès qu'on commence à avoir des exceptions, elle est où la limite? Qu'est-ce qu'on fait? Toi, j'estime que ton exception, elle est valide, mais toi, à côté, j'estime qu'elle ne l'est pas. Moi, ça me mettait dans une position très inconfortable de devoir trancher, et je me sentais pas forcément légitime de dire OK pour toi, mais non pour toi. Et donc, on est parti du principe qu'on recommande fortement aux gens de venir, mais ce n'est pas obligatoire. Après, par contre, si tu ne viens pas, tu dois poser des congés. Parce que nous, on estime qu'en tant qu'entreprise, c'est ce moment ensemble qui est important. Si pour une raison ou une autre, tu ne viens pas, du coup, tu poses des congés. Donc, c'est la contrepartie en face. Après, tous les trimestres, on a ce qu'on appelle le Codir Live. Et donc là, c'est où le Codir va présenter qu'est-ce qui s'est passé le trimestre précédent, les chiffres, les objectifs, les projets à venir, une visibilité sur le trimestre à venir, etc. Et pareil, c'est un meeting, il est dans l'agenda tous les trimestres. Les gens viennent, c'est enregistré. Donc, si tu n'es pas dispo, etc., tu regardes l'enregistrement. Mais voilà, on n'est pas en mode tout le monde doit se connecter. On partage des informations importantes. Après, voilà, c'est aussi de la responsabilité de chacun d'être présent ou pas, quoi. Ok. Et vous avez d'autres rituels virtuels? Alors après, il y a mon office manager qui met en place ce qu'on appelle le Have Fun with Bonita. Et là, c'est des moments plus comme si on était à la machine à café. En fait, on a essayé de recréer des moments un peu simples, conviviaux, ensemble, avec des activités, des choses. Donc, elle essaie de trouver, pareil, c'est pas obligatoire, vient qui veut, des blind tests, des jeux. La dernière fois, c'était Codenames en ligne avec des équipes. Les nouveaux sont invités, enfin ceux qui nous ont rejoints juste avant ce moment, sont invités à venir pour passer les 10 premières minutes à discuter, se présenter, qu'on voit la personne à travers la caméra, etc. Donc là, on est plutôt sur le côté sympa. Voilà, plutôt, voilà. Ok, avec une personne dédiée pour l'animation, l'organisation, trouver les idées, les mettre en place. Oui, tout à fait. Ok. Et du coup, j'aimerais un peu parler des enjeux, et notamment de l'un de vos enjeux à l'heure actuelle sur le travail à distance dont on a pu discuter, qui est notamment de fluidifier la communication intra-équipe et inter-équipe. Est-ce que tu me parles un peu du chantier justement en cours? Ouais. Alors, il est quasi fini, donc en fait, on est sur la fin. On a dans l'entreprise un poste qui est dédié en fait au programme stratégique. Il est dans mon équipe. Et il s'occupe de mener tous les programmes transverses, donc les gros projets qui sont importants, impactants pour l'ensemble de l'entreprise, que ce soit que pour de l'interne ou pour de l'externe. Et donc, un des sujets qu'on a soulevé en 2023, c'est qu'on s'est dit, OK, l'écrit, c'est important, partager l'information de manière formelle, c'est important, mais en fait, on n'avait pas vraiment de guidelines. Il y avait certaines équipes où il y avait énormément d'informations, mais au final, on s'y perdait. Donc oui, tout était écrit, mais quand on arrivait, c'était compliqué de se dire « Ok, mais attends, je cherche telle info, c'est où, comment ça se passe ?» On n'avait pas non plus de règles de quand est-ce que j'utilise Slack versus quand est-ce que j'utilise les mails, quand est-ce que j'utilise Confluence, parce qu'on est sur Confluence, quand est-ce que j'utilise un arrobase pour notifier quelqu'un. En fait, c'était un peu chaque équipe fonctionnait comme il le souhaitait. Et un des retours que j'avais assez régulièrement des nouveaux, parce que du coup, je faisais toujours et un rapport d'étonnement et un point à 2 mois avec eux. Et ce qui ressortait, c'était il y a beaucoup d'informations, oui, il y a beaucoup d'écrits, mais c'est très compliqué de s'y retrouver. Et du coup, parti de ce constat-là, on s'est dit,
En fait, il suffit pas juste de dire il faut écrire. Ça a l'air bête quand on le dit comme ça, mais en fait, sur le coup, le premier truc, c'était il faut tout écrire. Ok, mais une fois qu'on a tout écrit, comment on fait pour structurer tout ça? Parce que c'est pas si simple. Et du coup, ça a été le programme de donc mon programme manager qui a commencé en septembre-octobre 2023 et qui là se termine, de mettre en place les guidelines, faire un état des lieux de ce qui existe aujourd'hui, comment on fonctionne, etc. Avec une équipe, de mettre en place des guidelines d'utilisation des différentes plateformes, de mettre des guidelines de mise à jour des informations, parce qu'une chose aussi à laquelle on a été confronté, c'était mais au final, il y a beaucoup d'infos, mais on ne sait pas si c'est celle-là la bonne, c'est laquelle qui est à jour. Est-ce que l'info qui est ici est toujours pertinente ou pas? Ça aussi, c'était un peu complexe. Donc, mettre en place des guidelines de mise à jour et comment on fait pour savoir que c'est la bonne. Et des règles d'utilisation des différentes plateformes, donc Slack, Mail, Confluence, etc. Une des choses aussi qui revenait souvent, c'est les gens se sentaient pollués par les notifications. Parce que quand on est à distance, du coup, on peut pas aller se voir. Donc, je vais te slacker, je vais t'envoyer un arroba sur Confluence, je vais t'envoyer 3 mails. Et du coup, les gens se disaient, mais en fait, je suis sur-sollicitée. Et comment réduire en fait cette sollicitation pour que ce soit toujours le bon canal qui soit utilisé. Donc ça, c'était le programme d'entrée. Donc, ils ont travaillé à plusieurs sur le sujet. Et on est arrivé justement à... guidelines précises sur l'utilisation des différentes plateformes, sur un gros ménage de mise à jour des informations, notamment sur Confluence. Là, la dernière étape, c'est Google Drive, mais ça, c'est un autre chantier avec tout l'historique depuis 2009. Mais en tout cas, ouais. Mais voilà, gros nettoyage des différentes infos, remise à plat complète en fait du knowledge management sur Confluence, une réflexion qui a été inversée. En fait, ils sont partis du principe aujourd'hui, enfin avant, on disait il y a un espace pour les RH, un espace pour le produit, un espace pour le support, et on mettait les infos qui étaient plus ou moins accessibles, mais c'était par département. Oui. Et en fait, ils sont venus à la conclusion qu'il valait mieux faire un espace par c'est qui mon audience. Cette information, est-ce qu'elle est pour l'ensemble des salariés ou est-ce qu'elle est pour une équipe projet? Est-ce qu'elle est juste pour cette équipe-là et du coup, c'est un espace privé? Et du coup, plutôt réfléchir en audience. Donc, typiquement, tout ce qui existait sur l'espace RH qui était à destination des salariés s'est retrouvé dans un espace qui s'appelle Team Hall. Donc, c'est pour tous les salariés. Et du coup, on retrouve tous les différentes informations, mais pas que RH, en fait. C'est toutes les infos qui sont à destination de cette audience-là. Ouais. Donc, ils ont inversé un peu la réflexion. Parce que c'est vrai que ça demandait à quelqu'un de se dire, OK, mais cette info, c'est qui l'a produite pour aller dans le bon espace? Qu'est-ce que c'est les RH qui sont responsables de cette info? Voilà, donc c'était un peu complexe. Puis c'est intéressant parce que du coup, ça casse aussi des silos sur la partie capitalisation des documents, finalement. Ouais, non, tout à fait. C'était un gros chantier. Et autre chose qui était très importante, c'était justement cette notion de statut. Est-ce que cette page-là, est-ce qu'elle est active à jour? Est-ce qu'elle est en draft? Est-ce qu'elle est obsolète et du coup on l'archive? Et ils ont mis en place aussi un système, un process, ils ont appelé ça du jardinage. Donc des gardeners qui, pour l'instant, on l'a mis à 1 fois par an, de se reposer la question, OK, du coup, je refais un check complet sur toutes les infos et toutes les pages qui existent pour se poser la question, est-ce que c'est à jour? Est-ce que ça a besoin d'être vu, etc. quoi. Et comment vous faites justement pour vous assurer que l'ensemble de ces règles sur les différents outils cités soient respectées? Alors déjà, dans le cadre de l'onboarding, pour tout nouveau, j'ai demandé à mon programme manager de digitaliser les infos. Donc en fait, on est passé par une plateforme de digitalisation et qui passe par l'IA, pour synthétiser et rendre les informations digestes. Et justement, toutes ces guidelines qui sont écrites sur des pages Confluence, de changer le format et que toute nouvelle personne qui arrive chez nous doit, dans son parcours d'onboarding, visionner les vidéos. Et c'est des petites vidéos courtes de 2-3 minutes max, à chaque fois sur des thèmes bien précis. Comment j'utilise Slack, comment je mets à jour ma page Confluence pour dire qu'elle est active, vraiment des choses assez actionnables et faciles. Et c'est un peu comme une plateforme où je choisis les modules que j'ai envie de regarder à un instant T. Donc, ça fait partie du parcours d'onboarding de tout nouveau pour qu'ils aient accès justement aux règles internes de documentation, etc. Pendant tout le programme, ils ont mis en place ce qu'ils ont appelé des change sessions, où en fait, c'était toutes les 2 semaines, pendant 30 minutes le vendredi,
d'expliquer justement une règle, un changement, comment ça se passe à partir de maintenant sur tel sujet, tout enregistré aussi et disponible pour l'ensemble des salariés. Mmh. Et ensuite, ça va être à la fois le jardinier et le manager de s'assurer que au quotidien, ces guidelines soient respectées. Ok. Comme je dis, là, on est en fin de programme, donc toutes ces guidelines, toutes ces règles, mais les façons de fonctionner ont été mises en place. Là, on est sur la deuxième phase qui est le jardinage va commencer en mai. Donc, ça sera la première itération de jardinage. Mmh. On a déjà fait, enfin, tout le travail normalement de mise à jour a été fait. Ok. Donc là, ça va être juste l'entretien, de se dire, OK, on se repose la question, est-ce que c'est à jour? Ok. Après, on va voir sur la durée comment ça évolue, comment c'est respecté, etc. Mais en tout cas, voilà, il y a une rationalisation d'un certain nombre de choses et ils ont mesuré, ils ont fait un NPS justement sur une échelle de 1 à 10. Comment évaluerez-vous la facilité de l'accès à l'information, etc. avant le programme. Ils ont refait la même chose là, il y a peu de temps. Et la différence entre les deux est juste énorme. Donc, ça montre justement la valeur que tout ce travail a apporté. Et moi, j'ai fait pareil dans mon rapport d'étonnement que j'envoie aux nouveaux. Bah, du coup, pour les nouveaux qui sont arrivés avant la mise en place de tout ça, la question y était déjà. Donc, j'avais une moyenne de réponse de 1 à 10. Et là, maintenant, avec tous les nouveaux qui sont arrivés depuis, pareil, il y a un gros changement. On était à une moyenne, on devait être à 6 sur 10, et là, on est à plus de 8. Ok. À peu D'accord. près à la fois sur le contenu et la facilité de trouver l'information. Donc, mais tout ce travail-là, bon, c'est facile avec du recul de dire ça, mais en fait, quelque part, on aurait dû le faire quand on est passé en fait, à un mode de remote, parce que c'est essentiel, le côté... comme je l'ai dit, c'est pas juste, il faut dire, il faut tout écrire. C'est comment je l'écris, comment je le maintiens, comment je fais en sorte que ce soit facile à retrouver, etc. Mais c'est complexe. Donc, quel conseil tu donnerais justement à une société qui, demain, commence sa transition vers ce mode de travail, notamment sur l'aspect capitalisation justement de la documentation? Moi, je pense qu'il faut repartir dès le départ de l'existant. Se poser la question, comment on fonctionne aujourd'hui? C'est quoi nos modes de communication privilégiés? Si on s'aperçoit que le mode de communication, c'est l'oral, l'informel, machine à café, bah là, ça passe par OK, mais comment je transforme ces moments-là informels en moments formels? Et qu'est-ce que je pose comme base d'utilisation des différents outils? Parce qu'en fait, tous les outils que je cite, on les avait déjà avant. Donc, c'est pas des outils qu'on a pris au moment où on est passé. Donc, ils avaient déjà leurs habitudes un peu installées de voilà comment on fonctionne avec. Et on a eu le réflexe de juste dire, bon, bah, on va continuer comme ça, on se pose pas trop la question, pour se rendre compte, quelques années plus tard, que c'est venu avec beaucoup d'historique et du coup beaucoup de sujets à traiter côté communication écrite, quoi. Ouais, il y avait une grosse modification aussi des usages finalement. Ouais. En fait, il y a sur cette transformation, on retrouve aussi une transformation numérique également, en plus de la transformation culturelle et organisationnelle. Tout à fait. Et managériale également, assez globale. Et du coup, donc, de manière plus globale, justement, pour une entreprise qui demain souhaite transiter vers du remote first, quel conseil tu pourrais lui donner? Déjà, la première chose, c'est de se poser la question pourquoi. C'est quoi, en fait, le moteur premier de passer à ce mode-là? Parce que du coup, je trouve que la réponse à cette question va aussi orienter qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour que ça fonctionne. Et les incontournables, peu importe, c'est effectivement se poser la question de les flux de communication entre nous, qui ne sont pas du tout les mêmes quand on est tous dans le même bureau et quand on est aux quatre coins d'un pays ou même du monde. Ça, c'est la première chose. Et de se poser la question de toutes les infrastructures qu'il y a autour. Parce que je parlais de l'onboarding tout à l'heure. Onboarder quelqu'un dans un bureau en face à face, c'est pas du tout la même chose que d'onboarder quelqu'un qui travaille à l'autre bout du pays. En termes d'accompagnement, d'appropriation de la culture, de comprendre comment on fonctionne, quelles informations je lui donne pour que ce soit plus simple pour lui. Enfin, voilà, ça pose beaucoup de questions de structuration et de formalisation des choses. Donc, plus ce travail-là il est fait en amont, plus fluide ce sera lors de la mise en place du 100% remote. Ou du remote tout court, sans parler même du 100%. Quoi. Et tu parlais justement des motivations et de bien se poser la question pourquoi on souhaite transiter vers un modèle remote first. Quelles sont, selon toi, les bonnes et les mauvaises motivations?
Je sais pas si je pense que les bonnes motivations sont propres à chaque entreprise en fonction de son contexte. Je vais peut-être commencer par, selon moi, les mauvaises. Mm. Euh, Quelque chose que j'ai entendu, moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était on va plus avoir de locaux, donc ça va coûter moins cher, donc c'est voilà, financier, on va dire. Mais au final, c'est se voiler la face, parce que certes, l'immobilier est un coût important pour les entreprises, que ce soit en location ou à l'achat. Cependant, si on veut bien faire les choses et mettre en place un bon environnement pour les salariés, un bon mode de fonctionnement, encore une fois à travers la communication et autres, euh, le financier, alors, je ne sais pas dire s'il est ISO, je n'ai pas fait l'analyse approfondie, mais en tout cas, il y a des coûts associés au travail à distance, encore une fois, quand c'est bien fait, parce que ça va avoir des coûts d'outils. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est quoi les outils de communication? Si on ne les a pas, il faut les mettre en place. Il y a un coût associé. Un coût associé à l'infrastructure, l'équipement, les ordinateurs, etc. Comment on fait? Un coût humain aussi, parce que du coup, ça pose la question de comment on se réorganise. Ça prend du temps. On va se focaliser sur certaines choses. Certes, c'est un instant T, mais il y a quand même un investissement de temps de par les salariés. Et du coup, juste de voir ça sous le prisme de j'ai plus de locaux, donc ça coûte moins cher, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, en tout cas, si c'est uniquement ça, la raison pour laquelle il faut le faire, il y a peu de chances que ce soit une réussite. Okay. Après, les bonnes motivations, en tout cas celles que je considère être ce qu'on voit le plus souvent et qui du coup fonctionnent bien, c'est dans un souci de bien-être des salariés, avec ce que je disais tout à l'heure, les process et tout ce qui va avec, parce qu'ils ne vont pas être très bien si tout est flou et il n'y a rien qui fonctionne en remote, mais en tout cas, le bien-être. À notre sens, ce qui a fonctionné pour nous, le recrutement, d'aller chercher les compétences là où elles sont plutôt que de juste se focaliser sur les compétences existantes à un instant T et dans une localisation. Donc d'accélérer le recrutement et d'avoir les bonnes compétences. Tout ce qui est marque employeur. Alors, il ne faut pas que ce soit parce que ça a le vent en poupe. Parce que ça aussi, il y a eu un effet de c'est à la mode, donc il faut passer au remote. Mais encore une fois, s'il n'y a pas une réflexion plus approfondie et qui correspond aux valeurs de l'entreprise, si c'est juste superficiel, entre guillemets, ça ne va pas fonctionner, quoi. Ok. Donc, tu parlais justement d'avoir une bonne vision, d'avoir un cadre plutôt formalisé avec des flux de communication instaurés. Quel serait, selon toi, l'impact si une entreprise adoptait le travail à distance sans tout ça? Alors, le premier impact, il va être humain. Et du coup, potentiellement, il peut être aussi financier ou par rapport à la productivité de l'entreprise. Dès lors qu'on part sur un mode de travail qui est à distance, on perd quand même le côté proximité et sentiment d'appartenance facile. Ce que j'entends par facile, c'est quand on est au quotidien à côté de ses collègues, la culture, on la voit, elle est un petit peu plus palpable. Dès lors qu'on est à distance, c'est quelque chose qu'il faut entretenir, qu'il faut travailler, qu'il faut vraiment aller chercher. Si ça ne l'est pas, du coup, la personne qui a rejoint cette entreprise peut facilement se dire au final, je me sens pas proche de cette boîte, j'ai pas d'attache particulière, etc. Donc, on peut avoir un phénomène de turnover qui s'accentue, parce qu'au final, elle se dit cool, je vais rejoindre une boîte remote, mais il n'y a pas de process, ou j'ai pas les outils qu'il me faut, ou au final, c'est un peu le why, du coup, je m'y retrouve pas. Donc, en tout cas, ça peut avoir un fort impact sur le turnover et les gens qui se sentent plus ou ne se sentent pas justement appartenir à l'entreprise. Le fait que les choses ne soient pas formelles, écrites, claires, en termes de productivité, ce que je disais tout à l'heure, les managers, ça leur force de poser les bonnes questions. C'est quoi mes priorités? Comment est-ce que je donne les bonnes informations à mes collègues, mes collaborateurs, pour travailler sur les bons sujets au bon moment? Si ça, c'est pas fait, la personne, soit elle va se sentir perdue, il y a un sentiment d'inefficacité ou une réelle inefficacité, la productivité va s'en ressentir. Tout ça, encore une fois, c'est pas comme on disait tout à l'heure, c'est pas du jour au lendemain, on n'a plus de bureau, vous êtes tous chez toi, vous avez un ordi portable, c'est parfait. Ça demande vraiment une réflexion autre, avec des conséquences qui peuvent être assez graves pour la boîte. Et on en voit des entreprises qui du coup disent non, ça n'a pas fonctionné, du coup on revient en arrière et tout le monde doit être au bureau. Mais ça aussi, je trouve que ça a un impact, parce qu'il y a des personnes qui s'y retrouvent et qui ont rejoint l'entreprise, soit parce que c'était une entreprise remote, parce qu'elle offrait cette possibilité-là. Et du coup, de se dire, on revient en arrière et de crier sur les toits, le remote, ça marche pas.
c'est pas, le problème, il n'est pas là. En fait, c'est soit on n'a pas mis en place ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, soit on ne s'est pas posé les bonnes questions. Et du coup, pareil, marque employeur qui se dégrade et les salariés en place qui savent plus est-ce que du coup ça me convient toujours, quoi. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange et toute la richesse que ça nous apporte et l'éclairage sur le travail à distance de manière générale. Ravi d'être avec vous et ravi d'avoir participé à ça. C'est cool. Merci.